Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par des situations cliniques qui vont vous permettre derrière de mieux comprendre certains éléments des cours un peu structurés que j'ai faits sur les différentes thématiques, définition, physiopathologie, épidémiologie. Donc, voilà la première situation clinique, un patient de 49 ans adressé par le service d'endocrinologie pour consultation en neurologie. Il n'a pas d'idée du motif de sa consultation auprès de vous. Il a signalé dans son interrogatoire à l'admission qu'il se lève parfois pour uriner la nuit. Il n'est pas particulièrement gêné par ce symptôme. Et donc, parmi les différents questionnaires cliniques suivants, lequel ou lesquels sont recommandés pour interroger de façon rigoureuse ce patient? Je vous laisse réfléchir et je vais vous donner la réponse dans la suite. La suite, c'est qu'en fait, le questionnaire qui est recommandé normalement, c'est l'USP. Dans la réforme du deuxième cycle, en fait, c'est le seul qu'on cite nommément, mais le questionnaire qui était utilisé jusqu'à présent et qui est cité dans le livre du collège principalement, c'est l'IPSS. Donc, ce sont deux types de questionnaires. L'avantage de l'USP, comme vous le savez, si vous avez regardé le chapitre sur l'incontinence, c'est que c'est un questionnaire qui explore à la fois les problèmes de la continence et les problèmes de dysurie. Donc, il explore tous les troubles mictionnels, alors que l'IPSS, c'est spécifiquement les difficultés à évacuer les urines. Je dirais que c'est un peu un questionnaire historique qui est progressivement abandonné pour l'USP. Alors voilà le résultat de ce questionnaire. Vous voyez ici, je vous laisse lire et je vais vous dire les questions que je pose dessus. Quelles sont celles qui sont vraies? Le patient a une symptomatologie urinaire dans les limites de la normale. On peut proposer un traitement d'épreuve par extrait de plante. On doit lui faire une échographie endorectale. On doit lui proposer un PSA. On doit lui proposer un toucher rectal. Je vous laisse réfléchir et je vais maintenant vous donner la réponse du cas clinique. Donc, en fait, c'est un patient qui a une symptomatologie urinaire dans les limites de la normale. Effectivement, il se lève une fois la nuit, mais se lever une fois la nuit, ce n'est pas pathologique. C'est quelque chose qu'il faut savoir expliquer aux patients, puisqu'on a aujourd'hui des patients qui viennent parce qu'avant, ils ne se levaient pas la nuit, maintenant, ils se lèvent une fois et éventuellement, ils sont demandeurs d'un traitement. Il faut leur expliquer qu'on est dans la limite de la physiologie et qu'on n'a pas forcément de traitement adapté. Donc, l'intérêt aussi de ces questionnaires, c'est d'avoir un interrogatoire qui est un petit peu structuré. Donc là, en l'occurrence, c'est le questionnaire historique IPSS que je vous ai mis à titre d'exemple. Il n'est pas utile de lui proposer un PSA ou un toucher rectal. Alors, s'il vient en consultation d'urologie, on lui fera un toucher rectal, mais le PSA, ce n'est pas logique, puisqu'en fait, on va plutôt rechercher une tumeur de la prostate à partir de l'âge de 50 ans. Si ce patient n'a pas d'antécédent particulier, il n'y a pas de raison. Et alors, absolument aucune raison de lui faire une échographie endorectale, puisque c'est quelque chose, on le verra plus tard, qu'il s'impose que dans des conditions très spécifiques et qui n'a pas d'utilité, qui est un examen qui est très désagréable. Donc, il est préférable quand même de l'éviter à nos patients quand on peut leur éviter. Alors, voilà une autre situation avec un patient de 66 ans qui vous est adressé par son médecin traitant parce que donc vous êtes à la consultation, vient vous voir en tant que médecin généraliste, pardon, parce qu'il a une gêne urinaire qui s'accentue ces derniers mois. Il est un petit peu en surpoids, il n'a pas d'antécédents particuliers. Et voilà les symptômes qu'il vous décrit. Donc, parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent aux symptômes du patient: sensation de vidange vésicale incomplète, pollacurie, symptômes de la phase mictionnelle, dysurie brûlure mictionnelle. Je vous laisse réfléchir et je vais vous donner la réponse maintenant. Donc, ce patient, il a des sensations de vidange vésicale incomplète et des symptômes de la phase mictionnelle et des symptômes de dysurie principalement. Il n'y a pas de façon évidente de brûlure mictionnelle, il n'y a pas de façon évidente de pollacurie, donc il n'y a pas de symptômes tellement liés à une pathologie du réservoir vésical. Et je vous rappelle que c'est extrêmement important de bien séparer les symptômes en faveur de difficultés de vidange, qu'on appelle phase mictionnelle et post-mictionnelle, des difficultés de stockage. C'est quelque chose que j'ai déjà bien décrit dans le chapitre sur les troubles mictionnels, mais c'est important de comprendre qu'on raisonne toujours un petit peu avec ces outils-là, et c'est une autre façon maintenant de les utiliser dans le contexte spécifique de ce patient. Ce patient a les symptômes qu'on a décrits, et parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui sont vraies? Donc, il a une symptomatologie urinaire dans les limites de la normale. Le diagnostic le plus probable dans ce contexte, c'est une HBP symptomatique.
Du coup, on doit lui faire une échographie endorectale, lui proposer un PSA, lui proposer un toucher rectal. Alors, quelles sont les options vraies? Je vous laisse réfléchir et je vais vous répondre. Donc, oui, à son âge, le diagnostic le plus probable, c'est une HBP symptomatique, parce qu'il a 66 ans et qu'à son âge, c'est le plus souvent l'hypertrophie bénigne de la prostate qui va donner une symptomatologie urinaire du type de celle qu'il a. Dans ce contexte, il est logique de faire le toucher rectal puisque c'est ce qui va vous permettre de faire le diagnostic d'hypertrophie bénigne de la prostate. Si au toucher rectal, vous avez une prostate qui est parfaitement normale, le patient n'a pas d'hypertrophie bénigne de la prostate. Pas besoin de faire une échographie endorectale pour ça. On ne la réserve qu'au cas où on a du mal à estimer le volume de la prostate sur l'examen clinique. Et par ailleurs, si on veut absolument savoir le volume prostatique grossièrement, on peut très bien se contenter de faire une échographie par voie suscubienne. On n'est pas obligé à tout prix de faire une échographie endorectale, même si c'est plus précis. Est-ce qu'on doit lui proposer un PSA? En tout cas, il faut lui expliquer qu'à son âge, la question du diagnostic précoce du cancer de la prostate se pose. Et si on doit en plus commencer à réfléchir sur des traitements de sa prostate, c'est logique de faire un PSA, mais ça fait partie du bilan, entre guillemets, de l'HBP pour éliminer un problème de cancer de la prostate. Mais on verra que ce point particulier doit bien être explicité au patient et on doit bien faire la séparation de la problématique de l'hypertrophie bénigne de la prostate et de la problématique du cancer de la prostate. Alors, le patient a un volume de plus de 40 minutes au toucher rectal, prostate qui est ferme, parfaitement indolore, oui, qui a une grosse prostate, et là, stress du patient. Et en fait, si vous n'en avez pas encore l'habitude, je vous dis ce qui se passe dans sa tête. Il se dit, j'ai une grosse prostate, donc j'ai un cancer de la prostate. Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles que vous allez lui expliquer? Que l'HBP peut se cancériser après 50 ans, qu'elle peut se développer à partir de 20 ans, qu'elle se développe à partir des cellules transitionnelles, qu'elle se développe dans la zone périphérique de la prostate, qu'elle se développe autour de l'urètre. Quelles sont les réponses vraies? Je vous laisse réfléchir et voilà les réponses importantes. L'HBP, ça se développe chez tous les hommes à partir de 20 ans et ça se développe uniquement au niveau de l'urètre. Vous verrez dans ce chapitre qu'il n'y a jamais de cancérisation de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Dites-le à vos patients pour les rassurer. C'est extrêmement important. Elle se développe dans la zone de transition et pas à partir de cellules transitionnelles. Les cellules transitionnelles, ce sont les cellules des tumeurs de la vessie, donc c'est un petit piège. Et puis, elle se développe donc dans la zone de transition et pas dans la zone périphérique. C'est le cancer qui se développe dans la zone périphérique de la prostate. Vous allez rassurer le patient, mais il se dit quand même, j'ai une grosse prostate, sûrement il va falloir me l'enlever parce que sinon elle va finir par poser problème. Alors, qu'est-ce que vous allez lui expliquer? Que l'HBP, c'est plus souvent symptomatique, qu'une prostate supérieure à un volume de 30 millilitres, comme il a, c'est symptomatique dans 30% des cas, que s'il avait un PSA de 3,9 nanogrammes par millilitre, ça justifierait des biopsies de la prostate, qu'il est possible d'avoir des symptômes du réservoir vésical du fait d'une obstruction due à l'HBP, ou qu'il est difficile de prévoir l'évolution spontanée des symptômes liés à l'HBP. Donc, une ou plusieurs propositions exactes, lesquelles? Je vous laisse réfléchir. Et voici les réponses que je vous propose. Non, l'HBP est le plus souvent asymptomatique, pas symptomatique. Il n'y a pas de rapport entre le volume de la prostate et le risque de symptômes. On peut avoir une prostate de 200 grammes sans avoir de problème. Alors, plus elle est grosse, plus le risque est probablement élevé, mais il n'y a pas de relation linéaire comme celle-là qu'on pourrait indiquer aux patients. Le PSA, on va le voir spécifiquement à l'indication des biopsies de la prostate, mais à 3,9 nanogrammes par millilitre, surtout avec une prostate de 40 millilitres, il n'y a pas du tout de raison de lui faire des biopsies de la prostate. Et oui, il peut y avoir des symptômes du réservoir vésical qui vont être liés à l'obstruction et qui vont probablement régresser dans les suites du traitement de l'adénome de la prostate. Enfin, et c'est ça une des vraies problématiques pour l'HBP. Il est très difficile de prévoir l'évolution spontanée des symptômes liés à l'HBP. Maintenant, je vous conseille de voir la présentation sur l'épidémiologie, l'anatomie, la physiopathologie, avant de passer à la suite des cas cliniques. Je vous remercie de votre attention.